On se trompe sur ce qu'est l'amour courtois. Et nos étudiants arrivent en disant que l'amour courtois, c'est l'amour de la femme aimée. Il n'en est rien, et je voudrais vous montrer aujourd'hui, en prêtant un peu attention au texte du Moyen-Âge, que l'idéal de la chevalerie tel qu'il se dessine derrière la notion d'amour courtois est un peu différent de ce que les gens croient aujourd'hui dans la société moderne. Regardons comment fonctionne le manuscrit de Chrétien de Troyes. Le texte commence avec une magnifique lettrine que vous repérez ici, rouge sur fond cloisonné. Il s'agit d'un grand A qui est assez facile à repérer. C'est l'initiale du premier mot du texte qu'il faut déchiffrer jusqu'ici. Il s'agit du mot A, R, T, U, S long, un sigma long, quelque chose qu'on retrouvera souvent dans nos textes. C'est l'initiale du mot Arthur, et vous avez reconnu Arthur, le roi de la table ronde. Puis li, là un mot assez difficile à déchiffrer, mais on voit un B, on reconnaît sa ligature, un O, un E bien écrit, un N et un S en fin de mot. Il s'agit du mot boins, c'est une variante dialectale du mot bon. Ensuite, on voit ici un mot un peu abîmé, avec presque un repentir, ce n'est pas le cas ici, mais on en verra plus tard. On voit le mot roi, R-O-I-S, puis la préposition de, et le mot assez facile à déchiffrer, Bretagne, avec ce petit Toulouse qui est le signe d'une abréviation ou d'une nasalisation. Cela se prononçait sans doute Bretagne. D'ailleurs, notez que la graphie I-G-N est une graphie standardisée pour tout l'ancien français du son gne. On disait donc au XVIe siècle montagne et non pas Montaigne. On poursuit notre lecture. La cuit, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Puis un mot très important, c'est le mot assez facile à déchiffrer, je pense, P-R-O-E-S-C-E, c'est le mot prouesse. Puis deux mots sur la ligne d'après, le premier no, N-O-S, nous, et le mot enseigne, assez facile à déchiffrer, lui aussi avec d'ailleurs un très joli G. On déchiffre donc Arthur lit Boins rouès de Bretagne, la cuit prouesse nous enseigne, suivi d'un que abrégé avec son petit Toulouse supérieur, nos comme tout à l'heure. Ici, on voit un mot un peu original, c'est une variante dialectale du manuscrit, S-O-I-E-N-S, soyens pour soyons. Arthur lit bon rouès de Bretagne, la cuit prouesse nous enseigne, que nous soyons, que devons-nous être, preux et courtois. Preux et courtois. Preux et courtois, ce sont deux valeurs cardinales de la chevalerie. Preux, c'est prodesse, être utile en latin, et l'une des qualités de l'homme preux, c'est de pouvoir accomplir des prouesses. Courtois est un autre mot important qui renvoie aux valeurs de la cour. Mais que veut-on dire par là très précisément? Eh bien, je vous propose de regarder un petit objet que j'ai eu l'occasion de croiser en visitant le musée médiéval de la ville de Bologne. Mais dites-vous qu'on trouve également la même chose sur un coffre du musée de Cluny. Cet objet que vous avez sous les yeux est un miroir qui représente un épisode de Perceval. Mais on distingue une petite tête de lion, des clochettes, des femmes. Tout ceci nous rappelle l'épisode du lit périlleux. La figure de Perceval, associée au lion dans le texte, évoque à son tour la figure d'Yvain le chevalier au lion. Il y a dans l'épreuve du lit périlleux, représentée sur ce dos de miroir, le rappel de ce que c'est que la vertu du chevalier qui est toujours prêt à servir la veuve et l'orphelin. Voilà encore une belle phrase de Chrétien de Troyes. Et il y a quelque chose d'amusant à penser qu'un homme au Moyen-Âge a sans doute offert à sa fille ce dos de miroir avec représenté la figure de ce chevalier si vertueux et en armes dans le lit conjugal. Arthur lit bon roi de Bretagne, la cuit prouesse nous enseigne, que nous soyons preux et courtois. Que fit-il? Eh bien, il tint, T-I-N-T,
T, corte, C-O-R-T, du latin cohortem. Le T à la fin du mot corte est tout à fait naturel. Il nous a été emprunté par les Anglais d'ailleurs, qui nous l'ont rendu au XIXe siècle lorsqu'ils parlent des cortes de tennis. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des T au cours de tennis et pas ailleurs. Teint, corps, si, riche, R-I-C-H-E, comme, roué, avec le S à la fin. Arthur le bon roi de Bretagne, la cuit prouesse nous enseigne, que nous soyons preux et courtois, d'un cours si riche comme roi, où ça et quand ça, à c'est le fait qui t'en coste, c'est le verbe coûter. On fait bien attention que la première lettre ici, qu'on va toujours retrouver isolée, correspond en réalité à la première lettre du premier mot d'une ligne versifiée, d'un vers. Donc on n'oublie pas de le lire, parce que si on ne le lit pas, il manque quelque chose. Assez le fait qui t'en coste, et on voit ici, quand, doué, qu'on doit, clamer, là, et on fait attention au dernier mot, qui est un peu isolé mais qui est facile à lire, c'est le mot Pentecoste, Pentecôte. Alors ici vous avez à la rime coûte et Pentecôte, c'est sans doute le premier jeu de mots de l'histoire de la littérature française. On a bien raison d'appeler cette fête Pentecôte, elle te coûte le pan de ta chemise, tellement elle coûte cher. Alors que dit le texte? Je le relis une fois pour vous. Arthur, Libon, roi de Bretagne, là qui prouesse nous enseigne, que nous soyons preux et courtois, d'un cours si riche comme roi, à celle fête qui t'en coste, qu'on doit acclamer la Pentecôte. Et en bon français, Arthur le bon roi de Bretagne, dont la prouesse nous enseigne, que nous soyons preux et courtois, a réuni une cour aussi riche que le font les rois, à l'occasion de cette fête qui coûte tant, qu'on a bien raison de l'appeler la Pentecôte. Alors sans doute là, y a-t-il une petite attaque de la part de Chrétien de Troyes contre les habitudes des seigneurs de faire de trop grandes fêtes pour célébrer la Pentecôte. Regardons maintenant une petite statue qui se trouve encore au musée de Bologne. Ce bronze représente les deux attitudes du chevalier, le chevalier en armes sur son cheval et le chevalier en prière sans son armure. Il y a là un message fort qui est adressé à la société du Moyen-Âge. Si on enlève son armure à un chevalier, que trouve-t-on? On trouve un honnête chrétien en prière. Il est là le sens de l'amour courtois. Le chevalier est un chevalier chrétien qui s'est émancipé de son rôle guerrier. Il est devenu le serviteur de l'agapé, de la fraternité chrétienne, et en ce sens, il demeure une des figures les plus héroïques qui soient pour le monde médiéval. Le texte poursuit sur un ton qui change un peu, mais qui n'est pas sans évoquer une certaine tradition de la littérature déjà française. Alors on continue, on n'oublie pas de lire sa première lettre ici, li. Et ici on reconnaît un mot qu'on a déjà vu, roi, fut à Cardwell en Galles. Donc le roi était à Cardwell en Galles. Ici on a un mot très abrégé et difficile à reconnaître, mais la lecture des autres manuscrits nous renseigne et on reconnaît en réalité la préposition après. Après, mangier, G-I-E-R, après mangier. Alors ici, on voit une autre tradition du manuscrit médiéval, c'est le P barré mis pour par, pour, etc., toutes les prépositions. Donc on voit P barré, M-I, et on reconnaît la forme parmi. Après manger, parmi ces salles, à travers ces salles, s'il chevalier, et là on a le verbe de l'ancien français, peut-être assez facile à déchiffrer, je ne sais pas,
Faites attention simplement au S ici, qui est clitique, qui est collé au verbe, mais qui est en fait le S apostrophe du français moderne, c'est le pronom réfléchi. S'ils chevaliers s'attropelèrent, ils se mirent en troupeau, et là on a un passage important, là où dames les appelèrent, ou damoiselles ou pucelles. Le roi était à Cardeuil en Galles, après manger à travers les salles, les chevaliers se sont réunis, là où les dames, les damoiselles ou les pucelles les ont appelés. Et c'est ainsi que Chrétien de Troyes présente les trois états de la féminité, dame, damoiselle, pucelle. Bien souvent, nos étudiants relisent ces mots-là à l'aune de ce qu'ils croient savoir aujourd'hui qu'ils désignent, mais en réalité, dame, damoiselle, pucelle renvoie à une vision de la famille médiévale. La dame, c'est la mère, la demoiselle, c'est sa jeune fille, et la pucelle, c'est son enfant, sa petite fille. Et dans le texte de Chrétien de Troyes, ce qui est intéressant, c'est que les chevaliers se mettent au service de la femme que leur seigneur aime. C'est donc une vision de l'humilité, c'est aller chercher ce qu'il y a de fragile dans l'amour que l'on a pour son Seigneur, c'est remplir une mission de charité, au sens d'agapé en grec, c'est-à-dire de partage, de mise au service de ses arbres, pour le Seigneur que l'on sert, et partager avec lui l'amour que ce Seigneur-là a pour la femme qu'il aime. Il ne s'agit en aucun cas d'aimer la femme, de tomber amoureuse d'elle, ou de partir dans je ne sais quel délire qui ferait du chevalier un courtisan de la femme aimée. C'est la femme aimée par le Seigneur et rien d'autre. Le texte poursuit. Les uns, lit 1, les uns racontaient novelles, racontaient des nouvelles, racontaient des histoires. Lit autres parlaient d'amorce, les autres parlaient d'amour, des angoisses, S-S-E-S, et des dolors, et des grands biens. Alors on lit ici or, corps sauvant. Alors le mot or vous surprendra sans doute, mais c'est l'héritier naturel du abuerunt latin, le passé simple du verbe avoir. C'est pas forcément d'ailleurs la version la plus représentée dans la traduction du manuscrit divin. Souvent on a une variante quand non souvent au présent de l'indicatif. Notre copiste lui a interprété un prétérite et il a mis donc quand non retiré souvent qui les disciples de son couvent, c'est-à-dire les disciples de son couvent. Alors ici on parle du couvent d'amour. Alors ici ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'amour dont il est question, c'est l'amour qui est susceptible non pas d'avoir un temple, mais un couvent, c'est-à-dire une définition chrétienne de l'amour, intimement liée à une représentation de l'agapé, et non pas de l'érotisme. Autrement dit, dès le début du texte, ce que Chrétien explique, c'est que même à l'occasion d'une fête un peu trop coûteuse, comme celle de la Pentecôte, ici, qui coûte tant, eh bien les chevaliers se réunissent non pas pour se battre ou pour tournoyer, mais pour raconter nouvelles ou chanter l'amour, mais un amour respectable d'une certaine façon, c'est-à-dire une forme d'agapé digne du couvent d'amour, peuplé des dames, des demoiselles et des pucelles, c'est-à-dire, je le répète, des mères, de leurs filles et de leurs fillettes. Autrement dit, le seigneur, le chevalier, se met au service de la femme dans ce qu'elle représente comme enjeu de pouvoir et de protection pour le seigneur au service duquel ils sont. Et ça nous est confirmé par une forme de déploration
qui est tout de suite présenté par le texte. Qui, lors, était moult doux et buens et bon. Ici, on a le mot doux, D-O-L-Z. Qui, lors, qui autrefois était très doux et très bon. Mais, M-E-S, or, maintenant, il y a, MLT abrégé, moult, peu, des suinces. Mais, or, il y a moult peu des siens. Donc, le texte nous dit que les chevaliers chantent l'amour et les grands biens qu'en retirent les disciples de son couvent, qui autrefois étaient très doux et très bons, mais aujourd'hui, il y en a très peu, sous-entendu, des disciples de son couvent. Il n'y en a plus. Autrefois, l'amour était doux et bon et il était chanté, mais aujourd'hui, c'est fini, il y a trop peu de gens qui le servent. Mais bien près l'ont déjà tuit l'essier, ils l'ont tous abandonné, ce couvent d'amour. Et c'est donc la fonction de la chevalerie de renouer avec la tradition du service du couvent d'amour, c'est-à-dire d'une définition de l'agapé chrétienne, de la protection des femmes aimées par le Seigneur, au service duquel les chevaliers sont. Et on arrête, dorénavant, de raconter que l'amour courtois, c'est le service de la femme aimée, comme s'il s'agissait de la femme aimée par le chevalier. Lorsque la femme devient un enjeu érotique de la quête chevaleresque, ça devient alors l'hérésie de Lancelot amoureux de Guenièvre, et ça entraînera une seule chose, la fin et la destruction du monde arthurien, notamment dans le récit que l'on appelle La mort, le roi Arthur, qui raconte précisément l'histoire d'un chevalier qui s'est perdu dans l'érotisme au détriment de l'agapé. Lancelot est un personnage qui confond l'agapé, la mission chrétienne du chevalier, avec l'éros, c'est-à-dire l'amour qui le rend fou. Et l'arrivée de Lancelot dans le royaume d'Arthur, lorsqu'il est amoureux de Guenièvre, dont le texte nous a dit qu'elle était la fontaine de tout amour, la source de tout amour, eh bien cela aura eu une conséquence, entraîner la disparition d'Arthur et la fin du monde chevaleresque. La fin de ce monde chevaleresque fait écho d'ailleurs à ce que disait Chrétien de Troyes dans l'Incipit du Chevalier au Lion. Souvenez-vous, et aujourd'hui, il n'y a plus aucune valeur pour les couvents d'amour, car il n'y a plus personne au service d'amour. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver si les chevaliers chrétiens se détournent du véritable amour, l'agapé, au profit d'éros, qu'ils finiraient par confondre. Un chevalier qui se met au service de l'érotisme, c'est-à-dire de la femme qu'il aime, c'est le contresens absolu de ce qu'est l'amour courtois pour un chevalier du Moyen-Âge. La table ronde est un mythe dont on trouve trace dans toute l'Europe, et en particulier qui va prendre énormément de place dans les littératures des XIe, XIIe siècles. C'est le mythe arthurien qui était fondateur des rites de la monarchie britannique. Aliénor d'Aquitaine, en quittant la France, est parti avec, dans sa valise, le mythe d'Arthur, les histoires de Perceval et d'Yvain, le souvenir de Lancelot, ce beau chevalier qui a l'air de ressembler tellement à Henri Plantagenet. On peut peut-être imaginer que Chrétien de Troyes, de son côté, écrit une contre-proposition qui s'oppose à l'émancipation de cette image d'une chevalerie au service de la femme que l'on aime, en rappelant que justement, le devoir du chevalier chrétien, c'est de protéger la famille de son Seigneur.